c'est vraiment le bordel, quoi. Il y en a partout. Ah oui, c'est vrai que hier, j'étais dans un studio d'enregistrement. Alors là aussi, c'était le bordel. Un vrai bordel. Non, mais différent. Un bordel de nuit. Tu vois, c'est pas la même chose. Il y a le bordel de jour, c'est les chaussures, les cahiers, voilà, la vie. Et le bordel de nuit, c'est plutôt la bière, la drogue, les instruments de musique, les cendriers pleins, les bouteilles vides, tout ça. Ça, c'est encore une autre ambiance que j'adore aussi. Et je parle pas des odeurs. Bon, allez, let's go. Ça suffit, là. On y va ? Yes. Et la science peut dire qu'un cœur bat, même artificiellement d'ailleurs, comme la machine à coudre dans ma performance. Tu branches, ça tourne, ça bat. Ouais, c'est d'accord, la science peut faire ça. Ça, c'était pour faire le lien avec le podcast d'avant. J'arrive pas à faire de lien en fait. Je vais essayer de faire un petit résumé. La science de la machine à coudre, la science du courant électrique, la science du cœur qui bat. Je ne pourrais jamais dire pour qui mon cœur bat. Pas pareil. Faut que j'embraye là-dessus. Ok. En fait, c'est pas le rôle de la science de dire pour qui un cœur bat. Que si la science devait prouver pour qui mon cœur bat, je ne serais plus libre de aimer ou pas, puisque ça serait prouvé, et donc je n'aurais plus le choix d'aimer et il y aurait plus d'amour. En fait, c'est la liberté. Un cœur qui bat de façon mécanique et un cœur qui bat d'amour, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas le sujet en fait de la science. Si on me disait bon bah toi pourquoi tu aimes Maria, ah bah je sais pas, parce que alors, je trouvais plein de choses mais je suis pas sûre que ce soit ça, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est drôle, mais c'est pour ça que tu l'aimes. Bah, je sais pas en fait, c'est magique, mais il n'y a pas d'explication par rapport à la science. Du coup, comme je ne peux pas l'expliquer, j'ai cette liberté d'aimer ou pas. Et moi, je peux dire, bah non, c'est bon, j'aime plus. Voilà, t'as le droit. Ça, c'est intéressant, cette liberté de l'amour. Si on pouvait prouver l'art, bah déjà, moi, quand je dis, bah moi, je suis une artiste, on me dirait, ah bah non, t'as pas. Parce que là, il faut savoir faire ci, il faut avoir cette technique-là. Donc, déjà, bah moi, peut-être qu'on me dirait, bah non, tu peux pas, t'es pas artiste en fait. C'est pas possible, et il y a ce doute toujours de est-ce que je suis vraiment une artiste, est-ce que je le suis pas, et c'est ce doute là qui fait toujours avancer les artistes, d'espérer comme une croyance, c'est-à-dire on croit en l'art, on croit parce qu'on doute. Et si l'art était prouvable, ça deviendrait un objet sans intérêt, une table, un fauteuil. Le fait de pas définir, du coup ça devient quelque chose de vivant, d'intriguant, ça nous pose des questions. Il y a toute une aura qui va avec, comme une personne, tu vas rencontrer une personne, est-ce que tu dis, bah elle fait 1m79, yeux marrons, nez en trompette, mais non, mais ce que je veux dire c'est que l'autre n'est pas une carte d'identité. Tu dis ah non, elle était hyper gentille, ou elle était belle, ou elle était affective, ou elle était triste, plein d'émotions ou plein de choses à dire, mais pas du tout quelque chose de formel. C'est la même chose avec l'art, c'est la même chose avec l'amour, toutes ces choses qu'on ne peut difficilement nommer en fait. La première impression qu'une personne donne, c'est une carte d'identité, c'est une photo d'une personne avec un style, et en fait on a tout de suite un jugement qui est souvent très faux. Il y a 3 jours, je prends le train avec 3 heures de retard pour aller à Paris, et dans le wagon il y avait 4 mecs 30 ans, un peu gros, genre rugbyman. Il était 10h du matin, ils avaient installé le pâté, le rouge. Je me suis dit ah waouh, la bonne ambiance. Ça faisait vraiment plaisir à voir. À 10h du matin, je dis putain, c'est vraiment des bons fêtards, quoi, des gens qui aiment bien vivre et tout. Et puis, je passe 3 sièges et pareil, les mêmes, avec le même pâté, le fromage. Donc, je m'installe et puis j'entendais parler. Puis, il commençait à être un petit peu chaud et tout. Ça parlait bien de bites, oh, toi, t'en as une grosse, oh, bah, toi, t'en as une petite, oh, bah, elles doivent être contentes de tes meufs. Bah, bon, ça a commencé à être sonore et un peu lourd, et ça buvait, ça tournait toujours en fait sur le cul, etc. Et à un moment il y a une femme qui se lève derrière moi, qui arrive et qui dit ouais putain les mecs, vous êtes complètement torchés, vous saoulez tout le monde. Et le mec surtout, il faisait 1m80 et ça l'a un petit peu excité. L'autre elle fait chier à me dire que je parle trop fort, et là j'entends une autre personne mais qui parlait pas très bien français qui dit c'est incroyable en France, et vous êtes les mêmes que dans mon pays, vous vous comportez hyper mal, il y en a plein comme ça chez moi. Et l'autre, le rugbyman, il répond ta gueule le travelot. Et là, moi, alors, ça me choque direct. Je me retourne discrètement, je regarde la fille qui avait dit ça, et à mon avis, il avait vraiment vu juste. Et la femme trans lui répond oui, et alors, et ça l'hypocrite, qu'est-ce que ça peut te faire? Et là, il répond bah moi, ça m'excite. Oh,
Et là, j'étais sur le cul, je me suis dit, c'est pas possible. Et qu'est-ce que je fais? Mais bon, c'était assez traumatisant. Je n'ai rien fait en plus pour ma confession perso. Et en fait, voilà, ce gars, tout de suite, il a jugé femme trans du Mexique, point. C'était que ça pour lui. Et ça, c'était affreux, quoi. Quand j'arrivais, je me suis dit, ils sont hyper gentils, ouais, c'est des agriculteurs, très humains, très sympas et tout. Et là, c'était hyper violent. J'ai trouvé ça dommage parce que ces gens-là sont pas comme ça. Il y a eu quelque chose de stigmatisant, alors je pense qu'ils en connaîtraient une, ce serait une copine, ils seraient pas du tout jugeants comme ça. Mais ça, c'était vraiment le truc qui est sorti comme ça en une seconde, quoi. Paf. C'est vraiment l'ignorance de la personne qui est en face. C'est une trans, tu m'excites, voilà, c'est tout. Tu n'es que ça. Connaître quelqu'un comme ça, c'est ne pas le connaître. C'est rien. Connaître une personne de façon intime, façon subjective, pour moi c'est de l'intime. C'est tout un monde qu'on ne connaît pas, qui ne se voit pas. Mais qui est la réalité la plus importante du monde? C'est pas peut-être, mais il faut creuser. Une personne très proche depuis presque... 30 ans ça veut dire que je suis hyper vieille, mais depuis quand même pas mal de temps. Mais ouais, presque 28 on va dire. Donc je connais depuis l'âge de 20 ans. Un mec très beau, très séduisant, très intelligent. Et en fait, je l'ai fréquenté intimement jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de choses qui me perturbaient chez cette personne parce que c'était pas complètement transparent. Beaucoup de choses contradictoires que je comprenais pas, mais pourtant je l'aimais. À la fois extrêmement brillant, mais ayant suivi un cursus pour les handicapés. Mais vraiment très intelligent. Très artiste, mais jamais reconnu. Un mal-être, une envie de se suicider. Tu passes la journée, le soir, il dit « Oh putain, ras-le-bol, je vais me coucher. » quoi. Alors qu'on a passé une super journée. Tu dis « Mais pourquoi, ras-le-bol, je vais me coucher ?» Genre, on s'est fait chier quoi, toute la journée. Et moi, je me dis « Bah non, c'était cool en fait. » Ou on a passé un super moment, et puis voilà, 3 semaines après, « Oh putain, je me tirais bien une balle. » Donc plein d'incompréhensions comme ça. Je peux en citer des tonnes. Un mal-être où il faut aller tout le temps aussi à l'hôpital parce qu'il y a des maladies bizarres, des énormes mal de tête, à se coucher pendant 8 heures. Beaucoup de problèmes aussi avec les parents, donc on creuse. Pourquoi avec les parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on trouve des choses, mais ça suffit pas. Donc ça éclaire, mais pas complètement. Aussi des conflits avec les autres sur plein de sujets. La personne qui a le dernier mot assez viril, la plus musclée, mais un peu à outrance, trop par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et donc les gens plutôt extérieurs l'aimaient bien, mais un peu prudent peut-être, peur de s'en prendre une ou pas très très à l'aise. Et récemment, cette personne m'a dit en fait Marie, je suis une femme. Je fais quoi? Ouais, en fait, je suis une femme, je suis pas un homme. Et là, j'en revenais pas, mais je me suis dit, mais je comprends tout en fait. Tu jouais un personnage depuis toujours, tout était faux. Et ton mal-être, et t'as envie de te suicider, et de la journée foirée, et cette tension, cette musculature. Et je me dis, putain, mais c'est dingue. Déjà 30 ans d'enfer, et puis aujourd'hui, c'est la lumière sur cette personne, quoi. Être ce qu'elle est, sans souffrance, et ça va être un rayon de soleil pour tout le monde. Alors que c'était quand même un boulet. Une personne qui était extérieure, qui essayait de capter tous les artifices de l'homme pour être le plus homme possible, c'était gênant pour tout le monde et on le sentait sans savoir ce qui se passait en fait. Et voilà, et en fait, aujourd'hui j'ai compris, je me dis, ah ouais, ok, j'ai compris, c'est dingue, c'est hallucinant. On parle de métanoïa, mais moi je me suis dit, voilà, avec cette personne, ça sera toujours compliqué, ça sera toujours suicidaire, difficile. Jamais j'aurais pensé qu'un jour la porte s'ouvre et que ce soit fini l'enfer. Tout est lumineux, tout est beau, tu comprends tout, et quelque chose de simple, de normal. Pour moi, cette personne était condamnée à vie, je ne savais pas pourquoi, et elle allait mourir comme ça. Et un jour, paf, la solution. Pour moi, l'art, c'est la même chose. Il y a une surface qui est escalée, de peinture, de performance. Et en fait, derrière cette surface, il y a quelque chose de plus pur ou de plus essentiel. Elle dit autre chose que ce qu'elle montre. Cette personne qui était artiste, grande artiste, peint depuis 30 ans. Et ses peintures se sont tout d'un coup éclairées par cette révélation. Elles ont un sens, mais de dingue. Et c'est magique. Le Christ migrant, c'est un Christ crucifié sur un radeau, c'est la tempête, etc. Et en fait, son cœur fait penser à un sexe de femme.
Et il y a un gros mec blanc, barbu, avec une saucisse en pendentif, qui lui plante son épée dans le cœur, dans sa féminité. Donc il m'a dit, elle s'appelle le Christ migrant. Je suis ouais, c'est vrai, c'est triste, les pauvres migrants et tout. Et aujourd'hui, je me dis, ah mais non, mais d'accord, mais en fait c'était lui. Et là, je suis là, mais j'ai envie de pleurer, quoi. Je veux dire, en faisant cette peinture, c'est affreux et à la fois c'est tellement beau et tout est dit. Le Christ migrant, c'est dans les dernières peintures, mais il a commencé à peindre à 8 ans, 8-10 ans. Une des premières peintures qu'il y a d'ailleurs chez ses parents, je sais pas s'ils l'ont compris, mais je pense, j'en sais rien. On voit comme une sculpture de femme bleue qui pose de dos, et devant il y a une petite barque avec 2 enfants et un chien. Et il me disait, bah oui, ça c'était, voilà, c'est La Vouivre, bon voilà, toujours ces titres avec quelque chose d'assez... Je dis, ah bon, elle est belle, mais voilà. Et en fait, La Vouivre, c'est lui, c'est elle. Donc il avait 10 ans, je pense. Ouais, elle avait 10 ans. Elle s'était mise en femme et ses 2 frères sur une barque qui s'en vont et elle figée en statue. Et là, tu dis, ah ouais, d'accord, c'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, il était déjà sur les peintures et il avait la conscience d'être une femme qui allait souffrir. Je pense que son art l'a sauvé parce que toute sa peinture est une biographie de sa vie de trans. C'est ça l'œuvre d'art. Je bois un petit peu de mon café qui est bientôt froid et dégueulasse et je remercie mon intervieweuse. Ciao.